Voilà, on va démarrer cet après-midi. Certains sont encore au buffet, mais ils vont nous rejoindre dans un instant. Première séquence de l'après-midi, il y aura deux séquences donc, au programme. La première, c'est l'IA, quelle protection et valorisation des contenus audiovisuels. On va s'intéresser notamment aux questions de droit d'auteur, mais aussi aux aspects positifs et négatifs, évidemment, de l'IA, incitation versus un peu protection. Donc, les intervenants de ce premier rendez-vous, je vais demander à Nicolas Hervé de me rejoindre, responsable du service de recherche de l'INA, Mireille Mitréa, professeur au sein du département Artemis et de l'équipe Samovar Art Média de Télécom Sud Paris, Thomas Paris, chercheur au CNRS et professeur associé à HEC Paris et membre du conseil scientifique du CNC Lab. Et puis on a confié ce rendez-vous, cette séquence à Carl Pinot, qui est ici, voilà, directeur du média des InLive et à l'école de design Nantes Atlantique. Voilà. Je vous laisse entre bonnes mains. C'est parti. Merci beaucoup Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première table ronde de l'après-midi que j'ai le plaisir d'animer et pour interviewer nos intervenants. Donc cet après-midi, pour commencer, on va parler de la question de la protection et de la valorisation des contenus audiovisuels au prisme de l'IA. Donc on a une table ronde qui est beaucoup plus masculine que ce matin, puisqu'on parle de technologie. Donc voilà, on avait les femmes ce matin et ce sont les hommes qui s'expriment cet après-midi. Alors, si je dois commencer cette table ronde et vous donner mes propres impressions, ce qui, moi, m'a intéressé ces dernières années, ou en tout cas ces derniers mois, dans les enjeux que pose l'IA à la création audiovisuelle, et puis j'arrête pas d'en parler avec tous ceux avec lesquels je discute ce midi, c'est principalement ce que produit un outil d'IA en particulier, un outil qui a été proposé par Google, c'est depuis à peu près un an et demi. Un outil qui s'appelle NotebookLM, NotebookLM pour Notebook Learning Management, donc un outil qui est plus précisément dédié aux enseignants et aux étudiants, qui permet donc de faire ce qu'on appelle du RAG, c'est-à-dire de mettre en ligne un certain nombre de documents sur un espace de travail et ensuite d'utiliser un LLM pour discuter de ces documents. Et il se trouve que ces dernières semaines, ces derniers mois, NotebookLM a proposé une nouvelle fonctionnalité qui permet de générer un podcast à partir des documents que l'on envoie sur cette interface, sur le système de NotebookLM. Alors, pour cette table ronde, j'ai fait l'exercice. J'ai repris l'article de The Conversation que Thomas Paris nous avait fourni pour cette table ronde, pour préparer cette table ronde, et je l'ai donné à NotebookLM pour lui demander de me générer précisément un podcast qui traiterait de ce sujet. Et je pense qu'on en a un extrait à la régie. Est-ce qu'on peut envoyer le podcast ? On va en écouter 1 ou 2 minutes pour que vous compreniez ce que ça produit. All right, so you shared some research with me on AI and platforms and content, and wow, I'm already intrigued. Yeah. This central question seems to be, are platforms like Spotify or YouTube or Google, are they benefiting unfairly from the very creators that they depend on? Right. To help us kind of unpack this, we have this thought-provoking article from The Conversation. Yeah. It's called Platforms, AI, and Content: The Need for a New Framework by Thomas Paris and Pierre-Jean Bengozi. It's a good one. Yeah, so let's jump in. Yeah, this isn't just about the technology, this deep dive. I think we're going to really get into economics and creativity and the future of how we value information. Absolutely, and it feels like the ground is shifting beneath our feet right now with the rise of generative AI. Yeah. And the article points out that these tools like ChatGPT or DALL-E, Right. they're making us rethink how we value content and how we compensate the people who create it. Well, think about what this means for musicians. I mean, imagine trying to prove you own a song when 1 million AI bots can churn out something nearly identical. Oh, wow. That's the nightmare scenario for copyright law. It completely undermines the concept of ownership. It does. The traditional copyright system relies on, clear authorship. But generative AI makes it almost impossible to trace the origin of creative works. Yeah. And it's not just music. This impacts all forms of creative content. The article highlights some legal battles that are starting to emerge between artists and these AI developers. Yeah. And it feels like we're just seeing the tip of the iceberg. Absolutely. This is just the beginning. I think as AI becomes more sophisticated, these issues are only going to become more complex Yeah. and widespread. And it's not just about the creators themselves, right? Right. The article delves into the power dynamics between creators and the platforms that they depend on. Yeah. So these platforms like Spotify and Netflix have become dominant forces. They've
Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le podcast dure une quinzaine de minutes. Google a pris à peu près 2 ou 3 minutes pour le générer. Avant de proposer à Thomas de réagir précisément et puis justement de rentrer dans le fond de la discussion, un point que j'aimerais soulever, c'est les conditions dans lesquelles j'ai créé cet épisode, puisque lorsque j'ai donné le lien The Conversation, donc du site web du média où était publié l'article de Thomas, Google, en tout cas NotebookLM, m'a dit « Ah non, c'est pas possible de prendre ce contenu-là parce qu'il est protégé par le droit d'auteur ». Il m'a fallu à peu près 5 secondes pour contourner la règle, c'est-à-dire télécharger l'article en PDF sur mon ordinateur et redonner le PDF au lieu de donner le lien du site web. Et pouf, le contenu était en ligne et on pouvait générer un podcast avec ça. Alors précisément, Thomas, pour commencer cette discussion, est-ce que le contenu qu'on vient d'écouter reflète votre pensée ? Est-ce que finalement ça pose les bonnes questions ? Est-ce que en fait la question qu'on voit émerger ici, celle des droits d'auteur, celle de la qualité des contenus, peut-être même du remplacement des journalistes demain, c'est la bonne manière d'appréhender les choses, ou finalement est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà de ça ? Merci beaucoup, Karl. Merci pour cette introduction. Alors, d'abord, oui, c'est bluffant. C'est assez bluffant. C'est ça qui nous fascine. C'est ça qui se traduit aussi par un certain nombre de fantasmes qu'on peut avoir autour de l'IA. Alors, est-ce que c'est la bonne question ? Bon, moi, j'ai peut-être 2 petits préalables qui sont importants pour donner un peu de poids à mon propos. L'IA, je n'y connais rien et je n'y comprends rien. Je n'y connais rien parce qu'en fait j'ai été amené à parler, à m'exprimer sur l'IA du fait de la connaissance que j'ai de ce que j'appelle l'économie de la création, c'est-à-dire comment fonctionnent ces secteurs dans lesquels on crée des contenus qui vont avoir une valeur, qui vont être valorisés, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'on m'a un peu sollicité au départ et donc que j'ai été amené à m'exprimer sur ce sujet. Et je n'y comprends rien et ça c'est un peu essentiel, je pense, à rappeler. Je fais plutôt partie des gens qui sont un peu armés pour comprendre parce que j'ai programmé. Donc je comprends un peu comment fonctionne le code informatique et néanmoins je suis face à cette espèce de méconnaissance de l'IA, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas quelle instruction il y a derrière ce qu'on vient d'entendre. Et ça c'est essentiel parce que là encore, dans toutes les problématiques qui se posent autour de l'IA, tout le monde a son avis, ses craintes, etc. Mais personne n'y comprend grand-chose. Alors il y a quelques personnes heureusement qui comprennent quelque chose, mais ils ne sont pas très très nombreux. Est-ce que c'est le bon cadre ? Alors, la première chose, enfin, je vais essayer de ne pas parler trop longuement parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais la première crainte qui est apparue avec l'IA, c'est celle effectivement du remplacement des humains par des machines. Et on vient de voir à l'œuvre. Alors là, en l'occurrence, elle s'est nourrie d'un texte en particulier et donc a fait une espèce de représentation. Donc quand on en a parlé tout à l'heure, je me disais, là, il y a une vraie atteinte au droit d'auteur. En l'écoutant, je me dis que c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas une représentation du texte que j'ai coécrit. C'est plutôt le droit de citation qui serait en cause. Et donc, il n'y a pas forcément d'atteinte au droit d'auteur. En plus, les 2 machines qui s'expriment ont la gentillesse de citer l'article. Cette crainte du remplacement des auteurs, des artistes, des autrices par des machines, elle repose sur une méconnaissance de ce qu'est la création et notamment sur l'idée que le produit en tant que tel a de la valeur et il n'a absolument aucune valeur, c'est-à-dire que vous pouvez créer n'importe quoi, ça n'aura absolument aucune valeur en tant que tel. Il va se forger une valeur dans la rencontre avec un monde social, avec un monde de l'art, dirait Baker, dans laquelle un certain nombre de médiateurs, des intervenants, des diffuseurs, des critiques, etc. vont lui construire sa valeur. Et donc quand une IA reproduit un tableau de Rembrandt, bravo, on peut applaudir des 2 mains, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que ça n'a aucune valeur et qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de demande pour ce tableau de Rembrandt. Donc ça, c'est sans doute une des premières choses à dire, mais il y a eu cette fascination, peut-être qu'on en est un peu revenu aujourd'hui, c'est-à-dire que l'IA, à la limite, va pouvoir participer au grand jeu de la production de contenus qui vont se battre pour essayer d'émerger et d'être repérés et d'être identifiés et peut-être d'accéder à une forme de valeur culturelle. Aujourd'hui, ils partent avec un avantage particulier, c'est qu'il y a une fascination. Donc quand on nous sort un tableau de Rembrandt, tout le monde est fasciné par ce qu'est capable de faire une IA. Dans 5 ans, la fascination aura disparu, puisque l'IA sera à peu près dans
dans tous nos usages, et puis plus personne ne sera étonné de voir un tableau de Rembrandt, et donc personne ne s'intéressera à la nouvelle production de l'IA. Donc ça, c'était peut-être un des premiers éléments sur ce fantasme-là. Alors, je ne vais pas tout dire, mais juste pour revenir sur votre question. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau cadre? Oui, il y a besoin d'un nouveau cadre. Et ce qu'on dit avec mon collègue Pierre-Jean Mengozzi dans cet article, c'est que ce qu'on est en train de voir arriver avec l'IA est finalement la suite, s'inscrit dans la parfaite suite de ce qu'étaient ou de ce que sont les rapports des plateformes, les Spotify, Google, etc., avec les contenus. C'est-à-dire que depuis quelques années, il y a un certain nombre de conflits qui se multiplient, notamment entre les plateformes et les acteurs de la presse, sur le fait que les plateformes utilisent les acteurs de la presse, utilisent les contenus de la presse, pardon, en tirent des profits, et que les producteurs de contenu, eux, disent c'est pas normal qu'on ne soit pas rémunéré à notre juste valeur. Sur le principe, en tout cas, les plateformes affichent une forme de reconnaissance du principe. Bon, de toute façon, maintenant, elles n'ont plus le choix puisqu'il y a une loi qui a été votée. Mais néanmoins, dès lors qu'il s'agit d'entrer dans les discussions, la question qui se pose, c'est quelle est la valeur de tel contenu particulier à l'énorme valeur que crée Google ou que créent les autres plateformes. Et ça, on ne sait pas répondre. Pourquoi c'est la même question que l'IA? Parce qu'aujourd'hui, si je crée une œuvre audiovisuelle, par exemple, que l'IA l'ingurgite pour créer autre chose, la valeur de l'œuvre que j'aurais créée dans ce que va créer cette nouvelle œuvre générée par l'intelligence artificielle sera nulle. C'est-à-dire que ce sera une valeur parfaitement marginale. C'est-à-dire que la valeur qui va être générée par l'IA comme par les plateformes va reposer sur la consommation ou l'utilisation de tout un stock de contenus différents, et ce n'est pas un contenu en particulier qui aura une valeur particulière. C'est pour ça que, pour moi, la question du droit d'auteur ne se pose pas vraiment. Alors elle se pose quand on est sur... on va essayer d'imiter Van Gogh et de faire un nouveau tableau de Van Gogh. Bon, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui considère que ça ait de la valeur, mais sinon, le fait d'avoir une œuvre qui soit ingurgitée dans une IA pour ensuite reproduire d'autres œuvres, il n'y a pas d'enjeu particulier. En tout cas, ce n'est pas un enjeu de droit d'auteur. C'est-à-dire que mon œuvre ne sera ni reproduite, ni représentée. Elle sera simplement... elle nourrira une espèce de traitement statistique qui fera produire autre chose. Mais l'enjeu réel, c'est ce rapport entre ce patrimoine de l'ensemble des œuvres qui ont été produites, qui vont nourrir l'IA et qui, elle, va produire de la valeur à partir de ça. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur quelle est la contribution que doivent apporter les opérateurs de l'IA à ces fournisseurs de contenu qui leur permettent de vivre, en fait, qui leur permettent d'exister, qui leur permettent de tirer des profits. Et ce cadre-là, il n'existe pas aujourd'hui. Et d'une certaine manière, il me semble qu'un des cas d'espèce, c'est notamment le partenariat entre Le Monde et OpenAI ces derniers mois, où donc, les deux opérateurs ont signé un contrat permettant à OpenAI de venir exploiter les contenus qui sont produits par Le Monde pour alimenter son LLM. Est-ce que c'est une solution qui est intéressante? On a notamment reproché au Monde d'avoir joué solo au lieu de jouer avec le reste de l'industrie. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce genre de pratique? Alors, est-ce que la solution est intéressante? Il y a deux réponses. La première, c'est sans doute pas un cadre stable. C'est-à-dire qu'on négocie, on trouve des accords, et puis on se rend compte que finalement notre chiffre d'affaires, nous, opérateurs de presse, continue à baisser, quand celui des plateformes va continuer à augmenter, et donc on va se dire que peut-être on a mal négocié. Et donc le cadre qui est défini à un moment donné va être mis en cause, et tout ça se passe dans un environnement où on n'a absolument aucun cadre juridique auquel se raccrocher. C'est-à-dire que c'est un rapport de force. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, l'univers de l'édition est à peu près vent debout contre l'IA et a essayé de diriger quelque chose que moi je considère comme une ligne Maginot, c'est-à-dire demande aux auteurs en France de mobiliser l'opt-out. L'opt-out, c'est je demande à ce que mon œuvre ne soit pas utilisée dans les intelligences artificielles. Et là, ce qu'a fait Le Monde, finalement, c'est de dire je ne fais pas d'opt-out. Pourquoi je considère que c'est une ligne Maginot? Parce que tel auteur qui retire son œuvre, déjà, personne ne pourra jamais contrôler. Ça, c'est une première chose. Et si on a affaire à des gens qui sont à peu près vertueux et qui vont respecter l'opt-out, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. C'est-à-dire que ça ne changera absolument pas la vie de l'auteur en question. C'est-à-dire que son œuvre ou non soit utilisée pour nourrir le travail de l'intelligence artificielle, on ne verra jamais le résultat dans le résultat final. Sauf si
quelqu'un va demander à une intelligence artificielle de recréer une œuvre sur le modèle de tel ou tel auteur. Mais dans le cas général, que mon œuvre soit mobilisée dans l'intelligence artificielle, je ne verrai absolument aucune trace de ça dans le résultat final. Par contre, si je fais l'opt-out, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ces accords éventuellement vont se mettre en place entre les opérateurs d'intelligence artificielle et les représentants du secteur de l'édition, ben moi j'en serai sorti. C'est-à-dire que je n'aurai plus aucun bénéfice parce que j'aurais dit non, mon œuvre n'est pas utilisée. Et donc ce qu'a fait le monde, c'est un peu ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se disent de toute façon, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, l'intelligence artificielle va continuer à produire des choses de qualité, donc autant tirer un profit. Je vous propose qu'on avance dans la table ronde parce qu'on a pris un tout petit peu de temps de retard au démarrage. Je ne sais pas si on a le droit de récupérer après ce temps sur la fin, à peu près. D'accord. Bon, on avance quand même et ça va nous donner l'occasion d'échanger par la suite. Nicolas, vous êtes chercheur à l'INA, responsable du service de la recherche de l'INA. Justement, l'Institut national de l'audiovisuel récupère des quantités, je peux dire, astronomiques de contenu audiovisuel. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à répondre à ce que disait Thomas, notamment sur les questions de droit d'auteur, avant peut-être d'en venir au sujet qui est plus spécifiquement le vôtre, à savoir les questions de découvrabilité au prisme de l'IA? Alors effectivement, c'est un sujet brûlant, notamment à l'INA, mais pas que à l'INA, à tous les endroits où il y a des données, à tous les endroits où il y a beaucoup de données. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent entre les fantasmes, certains réels, certains complètement illusoires, des déclarations politiques, des enjeux économiques extrêmement forts de la part de tous les acteurs. Le problème, c'est qu'effectivement, le cadre juridique actuel n'est pas taillé pour les enjeux technologiques, et c'est toujours le cas, la technologie est très régulièrement en avance, et qu'on essaye de faire rentrer dans un cadre juridique existant des contraintes technologiques qui, je le rappelle, ont une vitesse qui n'a jamais été observée auparavant dans l'évolution des technologies. C'est-à-dire que la pénétration ça sort d'un labo universitaire et ça devient un produit technologique et ça a une dévalorisation boursière phénoménale. On n'a jamais vu de phénomène se produire à cette vitesse-là. Même Internet, ça a pris beaucoup plus de temps, etc. Donc plus on avance, plus ça va vite. Et donc forcément, juridiquement, tout le monde est en retard. Et les questions que vous soulevez sur toute la partie aval, c'est-à-dire une œuvre générée, une fois qu'elle est générée, à qui elle appartient, qui doit récupérer de l'argent là-dessus, etc. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, sur la partie de est-ce que le droit d'auteur s'applique ou ne s'applique pas, il commence à quand même y avoir pas mal de discussions. Donc en France, en ce moment, il y a une mission d'études, je pense qu'il doit y en avoir un peu partout dans le monde. Donc le CSPLA s'est vu confier par le gouvernement une étude pour justement réfléchir à la juste rémunération de toutes les personnes qui ont des droits d'auteur sur des contenus qui sont ingérés par ces IA, globalement de manière non transparente, pirate, etc. Il y a actuellement, dans le droit actuel, largement moyen de dire que la plupart des opérateurs qui font des modèles sont dans l'illégalité et que pour cette simple et bonne raison, il y a moyen d'aller négocier. Que ce soit du droit d'auteur, pas du droit d'auteur, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Donc le droit d'auteur notamment est violé, mais pas que. Et donc à ce simple titre-là, il y a des choses, il y a des leviers activables, et effectivement il y a beaucoup d'argent en jeu, donc les auteurs pensent récupérer une part de cette manne financière. Après il y a la réponse qui est toute simple, c'est si globalement on tient le discours qu'une œuvre n'a pas de valeur, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de la mettre dans le modèle. Si on la met dans le modèle, c'est bien qu'elle a une valeur. C'est peut-être pas la valeur artistique, enfin l'originalité de l'œuvre, etc. Un des gros problèmes qui se pose en ce moment, c'est de savoir où est cette valeur. Et que effectivement, est-ce que si je montre 1 million de livres à un modèle de langue pour qu'il s'entraîne, est-ce que ce qu'il apprend, c'est juste à parler français, et à la rigueur, il n'y a pas l'originalité de l'auteur, il apprend la grammaire et le vocabulaire, mais comme les parents l'apprennent à leurs gamins, comme on l'apprend à l'école, etc., et que donc finalement ce qui est appris n'est pas la partie œuvre intellectuelle réellement patte de l'auteur. Mais en même temps, plus il en voit, plus il est capable de reproduire. J'attends de voir ce qui va se passer par exemple avec les procès aux États-Unis,
où il y a quand même des modèles où on leur pose la question si je te parle de tel article du New York Times qui commence par telle phrase, et le modèle reproduit l'œuvre intégralement. C'est bien qu'il l'a vu, c'est bien qu'il l'a appris, c'est bien qu'il est capable de la régurgiter. Donc les questions de savoir s'il y a une valeur attachée au droit d'auteur sont pas aussi simples, je pense, que ce qu'on veut bien le dire, et probablement que les réflexions en cours vont contribuer à alimenter, mais très probablement aussi que la jurisprudence va faire beaucoup, indépendamment des questions de négociation, enfin de loi du marché, de le monde négocie, le monde pense qu'il y a telle valeur, les opérateurs d'IA pensent qu'il y a telle autre valeur. Il y a des choses qui vont s'équilibrer par le marché, mais il y a aussi probablement pas mal de choses qui vont s'équilibrer par la jurisprudence. Et est-ce que justement c'est un sujet à l'INA ? C'est un sujet à l'INA parce qu'il y a beaucoup de données à l'INA et qu'il y a eu des déclarations politiques laissant entendre que les données patrimoniales, donc typiquement de la BNF et de l'INA, pouvaient potentiellement être utilisées parce qu'il faut être compétitif, il faut des IA qui parlent bien français, l'exception culturelle française, etc. Ok, donc ça crée du fantasme, sauf que dans les faits, il y a le droit. Et le droit, c'est qu'il y a du droit d'auteur et qu'il y a des conditions d'utilisation de ces œuvres et d'accessibilité de ces œuvres, etc., qui font qu'en l'état actuel du droit, l'analyse, elle est que tant qu'il n'y a pas d'autorisation de la part des ayants droit, on ne peut pas utiliser des œuvres pour les injecter dans des modèles. Et donc, toutes les opérations d'opt-out qui ont eu lieu, elles n'ont pas spécialement eu lieu au niveau des auteurs, elles ont eu lieu au niveau des sociétés d'ayants droit qui gèrent collectivement, toutes les sociétés qui gèrent collectivement les œuvres, et de l'avis de tout le monde. C'est un moyen d'entrer dans la négociation. Tout le monde dit on n'est pas contre, mais c'est juste qu'on ne va pas faire ça de manière pirate. On veut être dans la boucle de discussion et on veut récupérer notre juste rétribution. Là où je suis d'accord, c'est que personne ne sait dire quelle est la juste rétribution. Mais globalement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas normal qu'ils touchent zéro. Donc où est-ce qu'on sera en point d'atterrissage ? On verra quand on commencera à avoir les premières conclusions, au moins en France, parce que effectivement, les modèles économiques ne sont pas tout à fait les mêmes dans tous les pays, mais vers quoi on va, comment la réglementation va évoluer ? Et est-ce que c'est le droit, la jurisprudence, le marché qui, à la fin, fixeront les barèmes et les montants ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra pas rester comme ça aujourd'hui. Alors, je vous propose de peut-être mettre ce sujet sur pause avant qu'on y revienne avec Mihai. Là, on parle donc des limites que pose l'IA au secteur audiovisuel. Il y a tout de même aussi des perspectives, notamment du point de vue de l'INA. Vous travaillez beaucoup sur la question de la trouvabilité de l'information, ce qui est un enjeu. Comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir trouver un contenu lorsqu'il est perdu dans des millions de vidéos ou d'extraits sonores ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment est-ce que les enjeux d'IA viennent contribuer à répondre à ces enjeux, à ces questionnements aujourd'hui ? Alors nous, effectivement, l'IA, on parle beaucoup de l'IA générative qui sert à je mets un prompt et je te génère un texte, je te génère un podcast, je te fabrique une image, maintenant je commence à te fabriquer des vidéos. Mais pour faire tout ça, de manière générale, l'IA, elle a une certaine compréhension du monde et elle peut aussi être utilisée pour analyser des documents. Et donc, c'est pas vraiment de l'IA générative, mais ça fait partie des IA que nous, on va essayer d'exploiter au maximum pour décrire les contenus que nous avons dans nos archives. Et donc effectivement, je ne sais plus à combien on en est, mais on doit plus être très loin des 30 millions d'heures de matériel audiovisuel qui correspond à ce qu'archive l'INA, donc le patrimoine audiovisuel national. Et à ce titre-là, on l'archive pas juste pour le mettre dans des boîtes, on l'archive pour le valoriser. Il y a deux types de valorisation principale des fonds d'archives à l'INA. Il y a celui qu'une partie d'entre vous connaissez. Je m'adresse à tous les producteurs ou même au grand public, ce que vous voyez, les images d'archives que vous voyez passer dans les JT, les images d'archives que vous voyez dans les documentaires. Donc ça, c'est une exploitation qui est la partie commerciale de l'INA. On est un EPIC. Donc on vend un certain nombre d'archives, celles pour lesquelles on a des droits pour les vendre, et qui sont réexploitées commercialement. Et ça nécessite de pouvoir répondre à des demandes commerciales, éditoriales. Je veux une archive pour illustrer tel truc. Est-ce que vous pourriez me sortir 10 extraits parce qu'il y a un tel qui est mort, il faut que j'ai des extraits de sa vie, son œuvre à travers les médias français. Ça nécessite de pouvoir retrouver des archives dans une masse de données. Il y a le deuxième pan, que sont les universitaires, les chercheurs. La très grosse masse
de ces archives qu'on conserve à l'INA, de ce patrimoine-là, il est à destination des chercheurs. Donc il est à disposition pour que tous les chercheurs, principalement en sciences humaines, puissent exploiter et analyser soit les médias pour eux-mêmes, soit la manière dont les médias rendent compte de phénomènes de société. Donc on a des chercheurs en infocom, bien sûr, des historiens, des économistes, en sciences politiques, etc. Enfin, différentes disciplines qui, à un moment donné, ont besoin. Et c'est pareil, la question va être la même. Je m'intéresse à tel fait de société. Est-ce que je peux constituer un corpus sur comment est-ce que ce fait de société a été traité à la télé, à la radio, à travers les âges ou sur telle chaîne, etc. Dans tous les cas, comme toutes les bibliothèques, comme toutes les institutions d'archives, etc., on a besoin de pouvoir indexer nos fonds pour faire en sorte de pouvoir les retrouver, parce que une archive qui n'est pas documentée, qui n'est pas indexée, c'est comme si on ne l'avait pas. Elle est au fond d'un carton, tout le monde l'a oublié, c'est au fond de la cave et ça ne sert à personne. 30 millions d'heures, c'est énorme. Il y a des documentalistes à l'INA, il y a de l'indexation manuelle, il y a des données qu'on va acheter, récupérer, etc., pour indexer au maximum toutes ces archives, mais manuellement, la volumétrie est telle qu'on ne peut pas tout indexer, en tout cas pas du tout avec le même niveau de finesse, de granularité, d'expression dans ce qu'on va pouvoir documenter. Donc on sait qu'on a une grosse partie des fonds qui est difficilement exploitable. Si je fais le parallèle avec la bibliothèque, vous vous rappelez peut-être, les fiches en carton, si en gros vous connaissez le nom de l'auteur, le titre du bouquin, vous allez tout de suite pouvoir le retrouver dans la bibliothèque. Vous allez à la fiche, il est à tel rayon, telle étagère, vous allez le trouver. C'est pareil. Si vous savez que ce que vous voulez, c'est telle émission qui a tel nom, qui a été diffusée tel jour à telle heure sur telle chaîne, il n'y a pas de problème, ça on va le retrouver. Par contre, si vous arrivez avec la question des choses classiques, un peu archétypes à l'INA, j'aimerais bien retrouver la première télévision de machin. Ouais, la première télévision de machin, sauf que machin n'était pas connu à l'époque. Donc peut-être que déjà on n'a pas indexé le fond, mais quand bien même on l'a indexé, annoté, à l'époque on ne savait pas qu'il était connu ce gars-là, qu'il allait être connu. Donc on ne la note pas, on ne sait pas qui c'est. C'est quelqu'un qui répond à un micro-trottoir. C'est Attal, c'était quoi? C'était à l'école, je crois. Oui, quand il était à Sciences Po. Ouais, voilà, bon. Alors Sciences Po, déjà on peut se douter, mais en fait, on ne savait pas. Donc il y a d'autres moyens de retrouver. Donc il y a plein de raisons pour faire en sorte d'indexer automatiquement. Et donc, automatiquement, ça fait un certain moment qu'on essaye d'indexer automatiquement à l'INA, que des travaux de recherche existent, loin d'être uniquement à l'INA, mais les avancées technologiques des IA récentes, avec le deep learning, de ce saut technologique-là, celui qui est derrière ChatGPT, etc., ce saut technologique, clairement, on l'a tous observé, amène un saut dans les performances. Et donc, ça commence à rendre accessible le fait de faire passer des IA à l'échelle d'un fonds comme celui de l'INA, donc de 30 millions d'heures. Donc on a commencé à transcrire tout le fonds. C'est le principal process qui est lancé, qui est le projet des 5 ans, enfin qui ont commencé l'an dernier, mais de transcrire l'intégralité du fonds d'archives de l'INA, c'est-à-dire d'avoir sous forme de texte ce qui est prononcé à la télé, à la radio. L'avoir sous forme de texte, c'est un saut énorme parce que ça ouvre toutes les approches de fouille de texte, de traitement du langage naturel, d'indexation, de moteurs de recherche sur le texte. Il y a des moteurs de recherche sur le texte depuis longtemps. Ils permettent de faire des choses. Il y a des nouveaux moteurs de recherche. On a parlé du RAG, on a parlé. Donc, ces techniques de deep learning permettent aussi de concevoir des moteurs de recherche encore plus performants que ceux qui existaient auparavant. Mais le simple fait de bénéficier du matériau sous forme textuelle, et puisque c'est un des principaux vecteurs de l'information qui est portée dans les flux audiovisuels, l'image y est beaucoup aussi, mais l'image c'est encore beaucoup trop complexe et c'est encore beaucoup trop coûteux en temps de calcul pour qu'on le fasse là maintenant tout de suite. Mais la transcription de ce qui est prononcé, c'est vraiment là qu'on va trouver une mine d'informations. Et donc c'est le matériau premier sur lequel ensuite on va venir extraire un certain nombre de choses. De quoi on parle ? Quelles sont les personnes qui sont citées, combien de temps ils en parlent, qui parle de quoi, etc. Et à travers toutes ces métadonnées, on va pouvoir les exploiter pour faire en sorte d'offrir plus de possibilités aux usagers de l'INA pour retrouver des contenus qui sont pertinents pour eux. Et tout ça, c'est ce qu'on met globalement sous le terme... Alors, j'ai cherché en venant ici de découvrabilité. Je me dis, ouais, mais bon, tout le monde parle de découvrabilité en ce moment à l'INA. J'ai regardé, en fait, c'est pas dans le dictionnaire. J'ai dit, je vais aller sur Wikipédia, et ce n'est que sur le Wikipédia anglophone. Et donc, je me suis dit, la définition, elle est standard. C'est la découvrabilité, c'est la capacité d'un contenu à être découvert.
par un moteur de recherche. Donc, est-ce qu'en gros, il est en capacité de pouvoir être trouvé? Donc, en gros, est-ce qu'il est indexé suffisamment pour qu'un moteur de recherche le retrouve? C'est pas différent. Moi, j'ai fait ma thèse il y a 15 ans en recherche d'information. On avait déjà ces concepts-là. On n'avait pas mis le mot découvrabilité. Mais c'est des concepts qui sont vieux, je pense, comme les bibliothèques, comme les fonds d'archives. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Mais voilà, bon, c'est le buzzword du moment. Mais c'est vraiment ça. C'est faire en sorte qu'on puisse rendre disponible et être plus pertinent dans les contenus qu'on va offrir aux usagers de l'INA pour les usages dont eux qu'ils ont en tête. Et de le faire surtout à l'échelle massive. Un dernier point sur lequel je veux insister, c'est que les IA ne sont pas parfaites. Alors les IA sont très bêtes, ne sont pas parfaites, mais font quand même des choses qu'on ne peut de toute façon pas faire de manière humaine. Et que donc, en tout cas pour ce qui nous concerne sur l'analyse de contenu, etc., ça restera toujours mieux fait par de l'humain, ça sera fait différemment. Et de plus en plus, on se rend compte que pour nos cas d'usage, la connaissance même des fonds est quelque chose de primordial, de tout ce qui est le contexte, de tout ce qui est l'interprétation des besoins des usagers, etc. Et donc on s'oriente très probablement vers des choses où l'IA va n'être qu'un outil, ne va pas remplacer les gens qui cherchent dans les fonds, ne va pas remplacer les gens qui utilisent les fonds, mais va être un outil supplémentaire, complémentaire de ceux qui existent, pour aider à retrouver des contenus, pour aider à analyser ce qu'il y a dans ce fonds d'archives. Et cette complémentarité-là, alors certes, on aura de plus en plus de choses disponibles grâce à l'IA, parce qu'on finira bien par avoir une analyse d'image impeccable, etc. On n'y est pas encore, mais enfin, on ne sait pas dire si c'est dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, mais on sait qu'on l'aura un jour, enfin, à la vitesse à laquelle ça va finir par arriver. Et que donc tous ces objets-là, pour la partie analyse, sont vraiment extrêmement bénéfiques dans la capacité qu'on va avoir à rendre disponible et exploitable notre fonds. Merci beaucoup Nicolas. Je vous propose de faire circuler la parole et d'en venir à Mia et Mithraï. On vient donc de parler de la capacité à découvrir des contenus à travers l'IA, mais se pose aussi la capacité à découvrir les contenus produits par une IA, ce qu'on appelle donc la question du traçage, de la traçabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux qui sont posés par ces questions-là, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça rejoint aussi les problématiques de droit d'auteur qu'on évoque depuis le début de cette discussion? Ok, merci. C'est vrai, il y a cette partie de contenu, il y a le problème de traçabilité du contenu, mais j'aimerais compliquer un peu les choses. Je suis prof, désolé. Hein. C'est l'heure habituelle où je donne le cours, vendredi après-midi, 14h30. Et j'ai d'habitude pour 3 heures, donc c'est bon. Je me lance. Je vous couperai avant. Ce que IA, c'est quoi une IA? On a dans nos têtes ces modèles bien déterminés. Il y a une partie créative, il y a des données, il y a des outils IT. Avec ça, on génère un contenu. Et les données sont fixes, les algorithmes sont fixes, ils sont toujours là. Mais l'IA en soi n'est pas un algorithme fixe. L'IA, les modèles, il y a des architectures, mais selon comment je les entraîne, selon comme je leur donne à lire votre article ou non, va me produire un autre résultat. Et ce que l'IA lui-même, on va le considérer comme des données, comme des algorithmes, on va le mettre de l'autre côté du contenu lui-même. Et si maintenant vous prenez les outils qui sont habituels sur le côté ingénierie du contenu numérique, vous allez trouver pour l'IA, vous allez trouver vraiment, vous allez en 2 ans, la même problématique que pour les autres. Déjà visualiser, compresser, donner du sens et une interprétation à ce qu'ils font. Donc, peut-être qu'avant même de répondre à votre question, je mettrai côté contenu également les IA. Et cela crée une duplicité et complique encore les choses. On ne s'est jamais posé la question du droit des propriétés intellectuelles par rapport à l'IA. On parle toujours des revenus économiques gens qui sont obtenus avec l'IA. Je ne sais pas si on saisit bien que par rapport à d'autres aspects, ces moteurs qui génèrent du contenu sont bien verrouillés. On n'a pas accès, ils ne sont pas partagés. En tout cas, pas tous. Pas tous. Je ne peux pas récupérer le modèle de Google, je ne peux pas parce que c'est trop cher, parce que je n'ai pas accès, parce que je n'ai pas les machines, c'est trop cher pour moi en tant qu'université de disposer de tout ça. Donc ça crée encore ce déséquilibre.
Mais c'est un problème qui est là et c'est un problème auquel, au fur et à mesure, il faut qu'on réponde. Donc, maintenant, pour revenir, contenu généré par l'IA, est-ce qu'on peut le tracer ? On peut le tracer, il y a des outils déjà, c'est très peu connu, c'est sujet de niche, même dans le contexte scientifique. Bon, pour faire simple, on avait beaucoup parlé ces dernières 20 ans du tatouage, du watermarking du contenu audio ou vidéo ou textuel même. Il y a des outils de tatouage pour le contenu généré par l'IA. Donc je peux tatouer l'IA, j'ai l'heure d'entraînement, je m'assure que pendant que le modèle il apprend sa tâche, il apprend un nouveau batch de données, il y a quelque chose qui va pour améliorer ses performances, des précisions, des généralisations, mais il y a aussi quelque chose qui est ajouté là pour rendre possible que toute réponse générée par ce modèle que j'ai entraîné porte une marque, porte une trace. À quoi ça peut correspondre cette marque? Pour l'instant, il n'y a pas de solution industrialisée. Nous, en tant que chercheurs, on dit ça peut répondre à dire qui a fait l'entraînement, ça peut permettre de dire sur quelles données a été entraîné, ça peut permettre de dire seulement le jour où il a été entraîné, qu'est-ce qu'il était connu, à quoi ça correspondait. Donc voilà, c'est très large là. C'est pas pour l'instant, il n'y a pas. Et donc, on peut le faire d'un point de vue recherche, avec des performances bien sûr qui peuvent être discutées, mais bon, quand vous avez commencé avec le modèle d'IA générative, moi j'étais époustouflé là par la certitude que ce podcast avait aucun doute dans l'affirmation, rien, tout était une vérité absolue, donc je m'impose de parler maintenant avec la même doute, sans aucun doute, yes we can, donc on peut le faire. Et c'est non seulement ça, mais ça va devenir bientôt obligatoire. Il y a l'e-Act quand même. Il y a ce e-Act qui s'applique à toutes, qui va s'appliquer à partir de août prochain, progressivement jusqu'à août 2026. Donc on parle de août 2025 jusqu'à août 2026. Va s'appliquer pour toute inférence, pour tout résultat, pour tout contenu produit par une IA. Avec des petites précisions dans un premier temps pour les décisions critiques. Bon, que veut dire décision critique? Si je suis dans la médecine, je sais bien que veut dire décision critique, ou je peux imaginer, je ne suis pas médecin. Si je suis dans un système automatique, une voiture autonome qui circule, qui a toutes ses caméras et doit décider si elle s'arrête ou non, je comprends bien que c'est décision critique. Mais que se passe-t-il avec l'information de journalisme produite? Est-ce que c'est une information critique ou non? Ça dépend à chacun. Moi, j'aimerais dire oui. Ça peut influencer une opinion, ça peut influencer une élection, ça peut avoir des conséquences à l'échelle planétaire, tandis qu'une voiture, je ne veux pas être cynique, mais ici, une voiture m'écrase, bon, c'est pas grand-chose. Patrick va trouver un autre intervenant la prochaine fois, et puis c'est résolu. Mais voilà, donc on a cette possibilité, et heureusement, on a cette loi qui va nous obliger à faire. Et ici, j'étais assez étonné en participant des instances de normalisation sur le sujet au sein de JPEG et autres, d'avoir constaté que finalement l'Europe, qui d'habitude se met très en avant et très en amont, on est un peu en retard. D'une façon très curieuse, en Chine, il paraîtrait qu'il y a une loi qui oblige déjà tout contenu généré par l'IA d'être marquée telle qu'elle. Je ne sais pas si elle est applicable, je ne sais pas en quel contexte elle est applicable, je n'ai pas plus de connaissances que ça. Les références que j'ai vues étaient toutes traduites d'une façon automatique, je ne sais pas. Mais il paraîtrait que c'est le cas. Aux États-Unis, c'est également le cas, c'est cette idée d'obliger les fournisseurs de services IA de pouvoir tracer leur contenu pour faire valoir leurs droits, mais aussi leur obligation par rapport à ce contenu, va devenir une réalité très vite. Je me permets une question technique, parce que je pense que dans la salle, comme moi, beaucoup ne sont pas informaticiens et ne comprennent pas forcément grand-chose à ces questions d'IA. Quand on parle de traçage, quand on parle de watermarks, est-ce que c'est une métadonnée
Est-ce que c'est quelque chose que le fichier embarque avec lui ou est-ce que c'est à l'intérieur du contenu qu'on va le trouver? C'est à l'intérieur du contenu et c'est indissociable par rapport au contenu. L'exemple simple qu'on peut donner pour le contenu visuel, il y a des métadonnées de propriété intellectuelle, des fichiers. Sur toutes les photos que vous prenez avec vos smartphones, il y a des informations de localisation. Tout le reste. Je prends cette photo sur mon ordinateur, je peux enlever cette information. Le tatouage veut dire que j'insère dans cette image et ça reste là. Vous l'affichez sur l'écran qui est là. Quelqu'un en salle prend une photo avec son smartphone à partir de cet écran. Il faut que je retrouve la marque dans la photo qu'il a prise. Donc, de la même façon, cette marque insérée dans l'inférence d'un modèle IA, on n'est pas encore aux vidéos, on n'est pas encore aux images, on travaille pour les images, mais c'est le cas pour les modèles de classification, pour les modèles de segmentation. Donc, une fois qu'elle est insérée, je ne peux pas la dissocier de l'inférence elle-même. Si j'essaye d'enlever cela, je perds l'information qui m'est amenée. Donc ça rend l'utilisation du modèle sans sens, quoi. Et pourtant, je pense que comme de nombreux enseignants, on a vu nos étudiants arriver avec des mémoires de mieux en mieux écrits. On a essayé pour certaines, des modèles, enfin des services qui proposent de détecter la proportion de ChatGPT dans un texte. C'est toujours très incertain. Est-ce que ça veut dire que ce watermark, quand on va venir modifier le texte, en fait, on va l'enlever. Finalement, en fait, quelle est la fiabilité qu'on peut lui apporter aujourd'hui? Vous me lancez sur un sujet sur lequel je suis prof, donc j'ai également sensibilité. C'est très simple. Si c'est un texte en anglais, vérifiez combien de fois le mot meticulously est marqué. Le mot méticuleux existe. Mais sincèrement, pendant une trentaine d'années, je ne l'ai jamais vu écrit. Lors d'évaluation des derniers rapports, presque chaque rapport sur 30 élèves avait 2-3 fois le mot méticuleux. Donc, soit c'est un buzzword auquel je ne suis pas au courant, soit ça passe par le même outil. Au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que se cache derrière? ChatGPT annonce, n'explique pas comment, être capable à tracer, à reconnaître les textes qui ont été générés avec ChatGPT. Et comment ils font, par exemple, justement au niveau du texte, ils jouent un peu sur les fréquences des mots. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Quand on lit un email reçu de la part d'une personne qu'on connaît bien, à un certain moment, on connaît la façon d'écrire. Un même message écrit par une autre personne, écrit différemment, ça nous donne la même chose. ChatGPT, tant que j'ai compris, mais encore une fois, je ne parle pas comme un prof, je parle comme quelqu'un qui a voulu regarder un peu par curiosité. Ce qu'on change là, c'est le modèle linguistique associé au texte. Donc, fréquence des lettres, fréquence d'enchaînement des groupes de lettres et des groupes de mots, et une certaine différence entre les probabilités. On prend le modèle de chaîne Markov multiple. Je m'arrête. Donc les modèles mathématiques derrière le langage écrit qui sont très fins, très précis, qui sont établis au plus tard, pendant les années 80-90, au plus tard, donc avant le boom, même avant le premier boom du milieu des années 90. Et donc on constate qu'il y a quand même des écarts qui sont assez conséquent, assez significatif d'un point de vue statistique. Je voulais éviter le mot technique, mais je n'ai pas retrouvé. Et en même temps, qui reste dans quelque chose qu'un humain considère comme acceptable. Merci beaucoup à vous trois. Je vois qu'il est 15h20, le temps de passer aux questions avec la salle. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez des questions sur ces problématiques d'audiovisuel et d'IA. Est-ce que tu veux? Ouais, merci. Je vais prendre le micro. Hop.
Merci à vous trois. Quand on parle d'IA générative dans l'audio, enfin dans le secteur des médias plus largement, on parle aussi de production de faux. Et en vous écoutant, je m'interrogeais sur les médias qui produisent leur information. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un marquage, un watermarking finalement du réel, de ce qui est produit par ces acteurs? Et est-ce que c'est des sujets qui sont déjà en phase de tests ou d'études chez vous? Est-ce que vous avez déjà vu passer des choses sur ce sujet au lieu d'aller marquer l'IA, qu'on aille marquer le réel et ce qui est produit par les acteurs de l'audiovisuel, qui permettrait justement de distinguer le vrai du faux? Alors chez nous, c'est pas dans ce sens-là qu'on l'envisage, c'est dans l'autre sens, c'est de dire que puisqu'on capte tout ce qui est diffusé en France par les médias dits traditionnels, on est capable, en voyant une vidéo, de dire si, oui, ça a été diffusé à la télé tel jour, telle heure. Je fais un fake du 20h de TF1 en annonçant une nouvelle incroyable, ou même pas forcément incroyable, etc. Je la diffuse sur les réseaux sociaux. Regardez TF1 machin. On va être capable, TF1 est capable de le dire tout seul, mais nous aussi, on est capable de dire, non, cette vidéo n'a pas été diffusée tel jour, telle heure, c'est complètement faux, tel jour, telle heure, voilà ce qui a été diffusé. Donc c'est pas du watermarking, c'est une autre approche de tracking des œuvres. C'est quand on a une base de données de référence, on peut retrouver, mais on ne peut retrouver que ce qui existe dans la base. Si ça n'est pas dans la base, c'est soit qu'on l'a pas capté à l'INA, et donc ça veut dire que c'est antérieur à 95, le moment où on capte en temps réel tout ce qui passe à la télé et la radio, le dépôt légal, soit que c'est un fake. Mais effectivement, on n'est que sur le périmètre franco-français des principales chaînes, etc. etc. Je ne sais pas. Il y a toute une approche, je ne sais plus quel est le nom de cette nouvelle norme. Tu parlais tout à l'heure des métadonnées qui sont stockées dans les appareils photo. C'est les métadonnées EXIF, vous voyez la date, l'heure, etc. Il y a une norme, j'ai oublié le nom, mais qui est pareil dans l'audiovisuel maintenant, et surtout une norme qui a vocation à imposer ces métadonnées de la captation, je pense que c'est pareil pour les photos, jusqu'à la diffusion, avec toutes les étapes de montage intermédiaires, et donc d'être en capacité de tracer dans une vidéo finale ou dans une production finale d'où viennent chacun des éléments, mais à travers des métadonnées. Donc des choses qui potentiellement sont de l'ordre du falsifiable. Alors a priori non, je ne sais pas où on en est, mais des choses là. Sur ce qui est du watermarking tel que Mireille en a parlé, à ma connaissance, il n'y a pas de... c'est pas à l'étude chez les broadcasters principaux pour dire je watermark et c'est bien mon contenu à moi, et donc même si tu le retrouves ailleurs, tu pourras dire que ça vient de chez moi. Mais est-ce que ce serait au moins techniquement possible Voilà, donc si je me lance maintenant sur la partie, si c'est techniquement possible de faire, il y a des approches de labo, petite échelle, pas 30 millions d'heures ou d'autres, qui permettraient d'aller juste un cran plus loin quand c'est quelque chose qui n'est pas dans une archive, être même possible de dire finalement c'est un collage, cette partie centrale vient de là, cette partie vient d'une autre chose. Après, si on ajoute à cela l'idée que ce qui serait génératif via l'IACT va être obligé à être tracé, on va pouvoir y avoir au moins une information, au moins quelques indices. Mais le watermarking est une technique active de traçage. Ça veut dire qu'il faut avoir l'accès au contenu de référence. Sinon, il y a d'autres techniques qui sont aussi possibles pour identifier le collage. Ça demande beaucoup de ressources de calcul, donc en théorie c'est possible. Sur certains, c'était appliqué par certains chercheurs dans les élections des États-Unis de cette année, de tracer un peu le contenu lors de pas lors de sa création, mais lors de la première fois à être mise en ligne dans un réseau social, et jusqu'au moment où il a atteint un certain seuil de partage et d'autres. Et ces techniques-là, de fingerprinting ou d'empreinte numérique, permettraient également d'identifier plusieurs sources quand le contenu est falsifié d'une façon cumulative. Donc je combine deux types de contenus pour créer quelque chose, pour désinformer finalement. On va prendre une autre question. Ouais, merci Eric sur NTV. On voit bien de toute façon, on a un parallèle, j'allais dire alimentaire, que ce soit notre ventre ou notre esprit. On a vu l'agro-industrie qui est venue finalement se heurter avec le local. J'y viens, il y a l'info
industrie, à l'info locale. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se reprendre les mêmes thèmes entre universitaires et les législateurs, finalement sur la double problématique entre la traçabilité qu'on comprend aisément, elle est technique, elle est factuelle, et la transparence. Alors n'est-il pas nécessaire peut-être de lancer un label? Alors vous allez me dire, ouais encore, mais le législateur a son rôle à jouer sur, et je rejoins ce qui a été dit, la définition du sourcing. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, nous on utilise l'IA depuis 1 an et demi, on ne serait pas là si elle n'était pas présente, cette IA, mais il y a un truc que l'IA n'a pas, qui est l'émotion. Alors même si dans l'extrait, on sentait bien qu'il y avait un peu de rire, de connivence, etc., pour autant, l'édition d'un label ne serait-il pas, en tout cas, je dirais, le process nécessaire et utile à matérialiser la transparence? Oui, enfin, moi, j'ai pas la réponse complète, mais simplement un élément, c'est qu'on ne sera pas dans un monde blanc ou noir, et vous l'avez dit, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens utilisent l'IA, et les humains qui ont des émotions utilisent l'IA, c'est-à-dire que ça fait partie de leur processus de création, ils l'intègrent. Et donc une œuvre qui n'aurait pas utilisé l'IA par rapport à une œuvre qui aurait utilisé l'IA, la frontière devient un peu ténue. Et avec un élément supplémentaire, c'est un outil de création comme un autre, c'est-à-dire que n'importe quel créateur dans n'importe quel domaine a toujours mobilisé des outils d'inspiration pour nourrir son inspiration et au final faire des choix d'auteur. C'est-à-dire dire, ça c'est ma vision personnelle, j'engage ma subjectivité. Et donc le fait que l'IA soit mobilisée et va sans doute être mobilisée de plus en plus par nos générations, sans doute pas, les générations de demain, sans doute beaucoup. Et donc ce label, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met la frontière entre promis, j'ai pas du tout touché à n'importe quel outil informatique et bon, d'accord, un petit peu quand même. Je vais redonner la parole juste à Eric. La production de contenu aujourd'hui, je l'évoque, elle est avec de l'IA. C'est la transparence. C'est pas parce que je produis une information pour autant nourrie avec ce pourcentage par l'IA qu'elle n'est pas, je dirais, transparente. L'IA est une aide de camp. L'IA, c'est log augmenté. Moi, journaliste, j'utilise l'IA chaque jour. Sinon, je perds du temps. Mais pour autant, j'ai une véracité et une émotion qui est celle du média. C'est ça, la transparence, le label. Et juste pour compléter peut-être les propos d'Éric, et la question que moi je me pose, vous êtes peut-être certains ou certaines à vous la poser, finalement, une œuvre générée par l'IA, à qui appartient-elle en termes de droit ? J'ai pas de réponse claire, ni juridique, etc. Mais il y a eu le parallèle qui a été fait avec les procès qui ont eu lieu sur des animaux qui avaient pris des photos. Je me demande sur des IA s'il n'y a pas déjà eu des jurisprudences, des choses comme ça, mais de dire que, enfin, en tout cas, la question c'est pas tant de l'appartenance que est-ce qu'il y a du droit d'auteur attaché et que pour qu'il y ait du droit d'auteur, il faut qu'il y ait, ça tu pourras peut-être répondre, mais il faut qu'il y ait l'intentionnalité et la question d'originalité mise dans la création de l'œuvre. Je suis pas sûr qu'un texte complètement banal puisse être, puisse donner droit à du droit d'auteur et du coup, enfin, question de plagiat. Donc la question, je sais plus, c'était un singe qui avait pris une photo, etc. Et se posait la question, ben non, mais en fait, il peut pas y avoir de droit d'auteur parce qu'il n'y a pas vraiment d'intentionnalité de la part de la bestiole qui a pris la photo. Donc sur l'IA, je sais pas exactement, mais ça me paraît un peu ambigu, le protéger par droit d'auteur en tout cas. Oui, alors il y a la question juridique effectivement qui est pas tranchée aujourd'hui, et puis il y a la question un peu plus concrète, je veux dire, qui est est-ce que je suis l'auteur d'une œuvre qui a été générée par l'IA ? D'une certaine manière, on revient à des débats un peu anciens. Hein. Enfin, quand Raphaël le peintre s'appuyait sur un atelier, c'était pas lui qui tenait le pinceau, mais c'était son intention. C'est lui qui dirigeait, c'est lui qui validait, etc. Il y a une petite nouveauté dans l'IA aujourd'hui, c'est que je perds un peu le contrôle de ce qui se passe. C'est-à-dire si je dis... alors je parle de Raphaël, je peux parler de Marcel Duchamp aussi. Hein. Quand Marcel Duchamp décrète que Tel urinoir est une œuvre... il ne l'a pas construit. Il a simplement dit « j'engage ma subjectivité sur cet objet-là ». La nouveauté avec l'IA, c'est qu'on perd une forme de contrôle. C'est-à-dire que quels que soient les outils qu'on a pu utiliser dans la création, dans l'histoire, y compris les outils qui ont une composante humaine, quand vous tournez un film aujourd'hui, vos outils, c'est
des équipements techniques, des caméras, mais c'est aussi une organisation qui va être au service de votre œuvre. Vous avez une forme de capacité à infléchir ce qui est en train de faire. Avec l'IA, c'est plus vraiment le cas. Alors peut-être qu'on va l'apprendre avec les prompts, mais l'IA, vous le balancez un prompt et vous ne savez pas trop ce qui va ressortir en fait. Donc il y a un peu cette nouveauté qui nous fait changer un peu de régime. Néanmoins, le fait de dire, au final, c'est ma subjectivité qui va décréter que telle œuvre est une œuvre dont je revendique la paternité, on revient au débat sur Raphaël et Marcel Duchamp. Je rebondis quand même, merci Thomas, c'est qu'il ne faut pas confondre droit d'auteur où c'est assujetti, je dirais, une démarche intellectuelle et je dirais un accord tripartite, pourquoi pas, entre un auteur-distributeur et un éditeur, quel qu'il soit, sur la définition d'une œuvre et de sa valorisation, alors que l'IA, en tout cas, les flux numériques sont engendrés par des algorithmes et on ne parle que de quantité. Hein. Donc du coup, là, il y a quand même une fraction, un schisme marquant entre finalement la définition d'une œuvre et la quantité de vues qu'elle peut générer, quelle que soit la qualité de cette dite œuvre. Si vous me permettez, pardon, il y a ici aussi une différence. On utilise, n'importe quel photographe aujourd'hui utilise l'IA. Dans nos smartphones, quand on applique les influenceurs sur réseaux sociaux, ils appliquent des filtres. C'est un IA dedans. Celui qui a créé cette IA, ça peut être, on a des beaux studios en France ou à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ça. C'est vendu, c'est dans le prix finalement d'achat du smartphone. Et ensuite, le propriétaire revendique que l'utilisation, comment devant une image donnée, très intéressante, les petites fours de tout à l'heure, il applique des filtres à des fins qui, bon, c'est intentionnel, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est intentionnel, c'est une démarche. Et là, on ne se pose plus le problème, dans le sens où le rôle de l'IA, il est marginal par rapport à la créativité et à l'intention de l'artiste. On est sur des cas simples, mais je ne sais pas si vous avez la réponse générale, mais selon moi, ou dans ma perspective, je pense que ce qu'il faut se poser la question, ce n'est pas si c'est l'IA ou l'humain, mais quelle est la partie créativité, quelle est l'intentionnalité, et ce que l'artiste utilise l'IA d'une façon management à la vieille, il lui demande, c'est un outil, c'est comme un peintre choisissait ses pinceaux, comme un sculpteur choisissait ses ciseaux. Là, il n'y a pas de doute. Si après, l'artiste, il est dans une démarche plutôt, je vais voir qu'est-ce que ça peut donner, on est dans une autre situation. Donc, je suis vraiment heureux que je ne suis pas juriste pour répondre à cette question. Monsieur. Merci beaucoup pour cette super intervention. Moi, tout à l'heure, vous m'avez dit, tiens, on vous passe 2 minutes de podcast généré par une IA. Tout de suite, mon cerveau, il se dit, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, en fait. Je sais que ce n'est pas des humains qui parlent, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, ça, c'est moi. Est-ce qu'on a aujourd'hui un recul ou une analyse sociologique sur l'appréciation du public du contenu généré par intelligence artificielle? Est-ce qu'il existe des recherches aujourd'hui? J'en sais rien en sciences humaines. Est-ce qu'on a réellement beaucoup de contenu généré? Je sais qu'il y a des chaînes, mais enfin, les contenus générés entièrement par IA, au sens massif du terme, dont on peut avoir connaissance, c'est qu'il y a beaucoup de faux sites d'information, typiquement, mais des gens qui produisent du contenu en masse, en gros en paraphrasant des articles de presse, mais en créant des faux sites intégralement dans une optique de captation de publicité. Donc c'est vraiment hacker le système publicitaire en générant du contenu à la masse. Ça doit fonctionner parce que pour que ça continue, c'est qu'il doit y avoir de l'audience. Alors, mais par contre, la perception des gens qui vont sur ces sites plutôt que d'aller sur des sites d'information, même des sites d'information gratuits, puisqu'il en existe, j'ai pas connaissance pour l'instant de travaux là-dessus. Je peux rebondir aussi parce que, alors, pour le coup, notamment sur YouTube, il y a un certain nombre de communautés ou de sujets de niche qui font l'objet de très grandes productions totalement automatisées par IA. Il y a notamment un certain nombre de vidéos sur de la philosophie
j'oublie bref, tous les mouvements masculinistes, notamment sur YouTube, sont assez adeptes de contenus générés intégralement par IA à la chaîne. Il y en a des centaines et des centaines. Et donc, sur certains domaines, ça a l'air de fonctionner. Après, sur l'ensemble de la communauté, ça effectivement, enfin, sur l'ensemble des contenus qui sont générés par des IA, j'aurais pas de réponse spécifique. Ce que je m'interroge, là peut-être on est plus dans la question ouverte, mais en fait on parlait d'identification d'un produit estampillé IA. Quand bien même cette identification prendrait place, si un film est plus beau subjectivement, mais estampillé IA, est-ce que le public est suffisamment intéressé par le processus de création derrière pour avoir plus envie d'aller vers un film qui va peut-être trouver moins beau mais qui ne sera pas estampillé IA, ou est-ce que finalement le public, tout ce qu'il veut, c'est passer un bon moment devant ce qu'on lui donne sans se poser trop de questions dans le global, quoi. Je me rends pas compte, nous on est tous créateurs, donc évidemment on est attaché aux produits qu'on fait. Je me demande au niveau de la population comment ça rebondit. Alors, enfin, c'est pas tout à fait une réponse, mais ça me semble aborder un point qui pour moi est le point central sans doute. Encore une fois, quand je disais une œuvre n'a pas de valeur, ça fait référence au fait que tous les éditeurs parisiens ont refusé Proust et que Van Gogh a vendu un tableau de son vivant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur objective, c'est une valeur qui va être construite ensuite. Donc la question qui va se poser sans doute avec l'IA, c'est pas tant est-ce que les gens vont l'apprécier ou pas, c'est est-ce qu'ils vont le consommer, pardon pour le terme, parce que on est quand même dans une logique de rareté un petit peu du temps d'attention. Et là, pour moi, il y a un enjeu majeur et qui renvoie à ce qui a été dit et à la question de découvrabilité notamment. C'est que vous avez... Quelles sont les mutations qui vont être apportées par l'IA ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, et Nicolas l'a rappelé, c'est que ça se déploie à une vitesse grand V. C'est-à-dire que c'est phénoménal la vitesse à laquelle l'ensemble des acteurs, et vous en êtes des témoins, mobilisent l'IA dans leur fonctionnement pour traiter des tâches à faible valeur ajoutée. Ça, c'est important. Et donc, grosso modo, on se rend compte que ça nous facilite la vie quand on fait des films, quand on fait des livres, quand on fait un certain nombre de choses. On ne touche pas au cœur de notre activité qui est auteur, autrice, éditeur, éditrice, etc. Par contre, sur des tâches secondaires qui n'ont aucun intérêt, on y va franco. Ça, c'est les acteurs établis, avec une certaine éthique. Et puis, il y a les autres qui vont arriver et qui vont nourrir les tuyaux de production faites par l'IA. Et là, la question de est-ce que ça va plaire ou pas, c'est pas la vraie question. En fait, il y a deux modalités de démarche d'aller vers une œuvre. La première, c'est je m'intéresse vraiment à la qualité et qui va être véhiculée par des critiques, etc., par le bouche à oreille, tout ce qu'on veut. Puis la deuxième, c'est la publicité. Et ce qui dans le cinéma, et vous savez ça très bien, la bascule s'est faite en 1976 avec l'arrivée des Dents de la Mer, qui a complètement changé la manière dont on faisait des films. L'idée, c'était plus de faire des films travaillés, etc., avec un scénario pointu et sur lesquels on allait essayer d'aller chercher un public en jouant vraiment sur le contenu. L'idée, c'était de se dire, en fait, si on balance nos films avec énormément de publicité, on va faire rentrer des gens en salle. Après, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, à la limite, c'est pas grave, on est sur une logique événementielle. C'est-à-dire qu'il s'agit qu'ils viennent au moment où on fait de la pub. Avec l'IA, on va basculer dans un monde d'une abondance encore plus grande. C'est-à-dire qu'il y a vous qui faites vos contenus comme vous les avez toujours fait, et puis il y a des gens qui vont se dire, ça va baisser la barrière à l'entrée, et qui vont rajouter dans les tuyaux des choses. Amazon a limité à combien ? 50 ? 3 livres par jour. 3 livres par jour. Moi, j'arrive pas à écrire 3 livres par jour. 3 livres par jour, ça veut dire quand même, alors c'est à des fins publicitaires, mais c'est aussi une production qui va venir encombrer les tuyaux et qui va venir rendre de plus en plus difficile l'identification des œuvres qui ont une vraie valeur, si j'ose dire, après avoir dit que les œuvres n'avaient pas de valeur, mais c'est-à-dire celles qui ont été faites, travaillées par des humains avec des émotions, etc., etc. Et pour moi, l'enjeu principal, il est là. C'est-à-dire qu'on va encore basculer dans un cycle qui va s'accélérer, et ça rejoint la table ronde de ce matin. On peut faire tout ce qu'on veut sur la décarbonation des tournages. Tant qu'on est dans ce cycle d'accélération permanente, vous baisserez de moitié le bilan carbone de vos films, mais on fera 3 fois plus de films. Donc au bout d'un moment, il va y avoir des problèmes. Et on est dans ce cycle-là, aujourd'hui. Et l'IA risque, malheureusement, d'envenimer ou d'accentuer ce cycle-là. Allez, toute dernière question.
C'est même pas, pardon, c'est même pas une question, c'est une micro-remarque dans la suite de ce que tu viens de dire. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire ou les aventures de Anne Cardy sur Instagram. Donc c'est une agence bretonne en fait qui a fabriqué via Midjourney un avatar IA qui aujourd'hui est en train de promouvoir en fait le tourisme en Bretagne. Elle commence à avoir plus de 10 000 followers sur Instagram. Il y a un site web en fait qui se construit autour d'Anne Cardy, dont on ne sait plus très bien si elle est réelle ou fantasmée. Désormais, il y a des humains qui interrogent Anne Cardy, qui lui demandent ses motivations, qui l'ont amené à encourager le tourisme en Bretagne. Donc il y a quelque chose de tout à fait fictionnel qui se construit en fait entre Anne Cardy qui n'existe pas, mais dont on peut imaginer quand même que certains vont penser qu'elle est tout à fait réelle, quoi. Donc allez voir le compte Instagram d'Anne Cardy, vous regarderez le fil, c'est assez impressionnant, mais en revanche ça encombre notre attention, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va se concentrer sur une fiction totalement artificielle. Alors est-ce que ça crée de la valeur? Peut-être si les gens finalement vont au tourisme en Bretagne, quoi. Mais je sais pas répondre à ça. Karl, pour conclure, on va conclure cette table ronde. Oui, j'avais pas prévu de conclure, mais d'accord. On va remercier alors. À vous trois, en tout cas. C'est des débats qui sont extrêmement importants, extrêmement riches, qu'on est loin d'avoir fini, puisque voilà, on en est que ça fait que 2 ans, je crois, que ChatGPT a été lancé. On fêtait l'anniversaire hier, il me semble. Donc, on pourra probablement continuer ces discussions dans de multiples nouvelles tables rondes. On n'aura pas fini d'épuiser le sujet. Donc, je vous remercie beaucoup tous les trois pour votre participation. Et je crois qu'on diffuse un mini-film pour suivre. Oui, effectivement, pour conclure, merci à vous trois, on peut les applaudir. Merci à vous quatre même. Voilà.